Ça fait du bien un peu de refaire des vidéos car j'ai l'impression que ça fait une éternité là que je vous avais pas donné de nouvelles. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas été active du tout durant, ça fait presque 3 semaines maintenant. Et ça s'explique par rapport à beaucoup de choses dont je vais revenir dans cette vidéo. Donc c'est par rapport à mon état de santé, mais il y a également quelque chose en particulier qui a fait que j'ai plus du tout pu être active sur les réseaux sociaux. Il s'agit encore une fois d'une injustice au niveau médical, quelque chose d'inadmissible qu'on m'a dit. Bon, par rapport à cette raison-là, je ne vais pas y revenir dans cette vidéo car sinon il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'en reparlerai dans une future vidéo où là vraiment le sujet sera consacré principalement à cette injustice médicale. Du coup, restez connectés pour avoir des nouvelles. Je vais devoir résumer au fur et à mesure ce qui a eu lieu durant toute cette période d'inactivité. Il y aurait tellement de choses à dire, j'espère juste ne pas oublier l'essentiel parce que moi j'aime bien à chaque fois vous dire les choses au fur et à mesure que ça ait lieu. Mais bon, je préfère que j'ai pris le temps de me reposer, de là vous présenter une vidéo, on va dire qui est potable, où là vous voyez je suis présentable, où je m'exprime bien, plutôt qu'une vidéo où, parce que là en fait dans la période où j'étais inactive, j'étais dans un état où je pouvais pas vous faire une vidéo comme ça. J'ai essayé par moments, mais même parler, je veux dire ça demandait énormément d'efforts, j'étais complètement allongée sur mon lit, avec les cheveux en pétard, bref j'étais pas présentable et je pense que ça aurait pas été agréable à regarder comme vidéo. Donc on va dire mieux vaut une période d'inactivité et puis que je revienne en forme en vous présentant des vidéos de bonne qualité, on va dire, plutôt que d'être très actif et vous montrer un contenu du coup qui n'est pas top. J'espère que vous m'avez comprise. Bon, du coup, ce qui s'est passé, vous voyez la dernière vidéo que j'ai postée, donc la vidéo juste avant celle-ci, et bien quelques jours après, j'ai retiré ma sonde nasogastrique. Donc je rappelle qu'en avril, il me semble, on m'avait mis une sonde nasogastrique donc qui allait jusqu'à l'estomac. Et ensuite, dans plusieurs vidéos, je vous disais sans cesse que cette sonde ne me soulageait absolument pas parce que ça amplifiait mes symptômes. Donc ce qui fait que j'avais encore une fois vomi, ma sonde est ressortie avec et c'était tellement crade, la sonde qui ressort par la bouche avec du vomi. Donc ce qui fait que je l'ai complètement retirée. Soulagement déjà. Attendez, je vais vous la montrer parce que du coup je l'ai gardée. Voilà, donc ça c'était la sonde nasogastrique qu'on m'a mis dans l'estomac qui m'a fait énormément souffrir. Ça fait quoi? Ça fait 3 mois là que j'ai été sous sonde nasogastrique et regardez l'état dans lequel elle est. Ça se salit vraiment très vite. Bon, là, toute cette partie-là, du coup, c'était dans mon corps. Et c'est normal que ce soit noir comme ça, c'est avec l'acidité gastrique et tout ça. Donc voilà. Après, lorsque j'ai retiré la sonde et tout, je vous donnais un peu des nouvelles sur Instagram. Et là, je vais revenir en détail sur ce qui s'est passé. Donc j'ai contacté mes prestataires, donc ceux qui s'occupent de ma nutrition par sonde, c'est-à-dire ma diététicienne, mes infirmiers, et je vous avais dit, il me semble que ma diététicienne ne répondait absolument plus à mes messages parce que je lui disais que j'avais absolument besoin d'une nouvelle poche de nutrition, que celle-ci ça n'allait pas. Bon voilà, elle me disait rien. Et puis ensuite je lui ai envoyé un message en lui disant que là j'avais complètement retiré ma sonde, de toute façon elle me faisait que souffrir et tout, qu'est-ce que je fais ? Et puis là, elle m'a enfin répondu. Et en gros, dans son message, elle a répondu en intégralité sur tous les autres messages que je lui ai envoyés avant. Donc déjà, elle m'a dit que par rapport aux poches de nutrition, elle n'y pouvait rien, car elle pouvait pas me proposer autre chose qui allait diminuer mes symptômes. Et que par conséquent, le fait que ça me fasse souffrir, c'est lié à ma pathologie. Et qu'importe la nutrition qui passerait par la sonde, tant qu'elle est dans l'estomac, je continuerai à souffrir. Et elle a elle-même compris donc qu'il fallait, à mon stade, une sonde qui passe après l'estomac, donc en outre, la sonde nasogéjunale comme j'avais à l'époque. Même elle a compris la logique. Ensuite, ce qui se passe, c'est que elle me dit que par rapport à la sonde, il fallait absolument que j'appelle mes infirmiers et que je vois pour qu'on me remette une sonde dans l'estomac en attendant. Parce qu'il fallait bien quelque chose qui m'alimente petit à petit. Et donc là, je contacte mes infirmiers, ils me disent que il faut qu'on me remette une sonde nasogastrique, il faut que j'aille aux urgences et tout ça. Puis là, je lui explique que une sonde nasogastrique, c'est non, ça ne sert à rien. Même si ça pourrait me faire nourrir petit à petit et que ça passe un peu plus que de manger par la bouche, non, ça me fait énormément souffrir une sonde dans l'estomac. C'est juste horrible parce que justement, le fait que ça passe en goutte à goutte et qu'il y avait moins de vomissements à un moment, ça me fait encore plus mal au ventre et tout ça. Donc la sonde nasogastrique, c'était non. Donc ce qui se passe, c'est que j'appelle l'hôpital encore une fois, car je précise que depuis qu'on m'a remise la sonde nasogastrique, depuis que je l'avais, que je n'arrêtais pas de les appeler pour leur dire que ça n'allait pas du tout, que ça me faisait énormément souffrir et qu'il fallait impérativement me mettre une sonde nasogéjunale. Et l'hôpital, à chaque fois au téléphone, c'est atroce parce qu'ils me disent tout le temps qu'ils vont me rappeler, ou alors qu'ils verront plus tard. Bref, ils s'en fichent complètement en gros.
Et donc là, qu'est-ce qu'ils me disent? J'appelle, je continue, mais c'était... J'appelais tous les jours l'hôpital, j'insistais, tout simplement car mes prestataires, donc les infirmiers et ma diététicienne, ils m'ont vraiment dit qu'il fallait insister auprès de l'hôpital. Donc ce qui se passe, c'est que l'hôpital, ils me disent qu'ils peuvent rien pour moi, qu'ils peuvent pas me placer une sonde nasogéginale comme ça, et que par conséquent, il fallait attendre que je voie le gastro-entérologue, donc le professeur qui me suit. Et donc, ils me disent là que c'est la seule solution qu'ils peuvent me proposer. Alors, je leur dis très bien, donnez-moi un rendez-vous. Ils me donnent un rendez-vous que dans 1 mois. Et je leur dis que c'était juste pas possible que je reste dans cet état. C'est-à-dire, comme j'avais plus la sonde nasogastrique, je me retrouvais à manger exclusivement par la bouche. Donc, manger et boire par la bouche, vomissement. C'est atroce parce que quand j'avais la sonde dans l'estomac, soit je vomissais, soit j'avais hyper mal au ventre. Et quand je mange par la bouche ou que je bois par la bouche, c'est que des vomissements. Donc, comment dire que vomir tous les jours, c'était atroce. Ça m'a fait perdre toute mon énergie, donc moi je leur dis que c'est juste pas possible de rester dans un état plus longtemps comme ça, je peux juste pas m'alimenter. Du coup ils me disent qu'il va falloir attendre et c'est tout ce qu'ils m'annoncent. Parce que malgré qu'ils m'ont donné un rendez-vous, je continuais à insister tous les jours. Ils me disent juste d'attendre mon rendez-vous. Mais entre-temps, j'étais dans un état catastrophique. J'avais l'impression de retourner à la case départ. Alors déjà, je pouvais même plus me lever du lit. Donc j'étais quasiment H24 en train de dormir. Dès le matin, à peine réveillée, j'avais une sensation de pression dans le crâne. Donc on dirait que, je sais pas, on dirait qu'il y avait un truc qui me serrait le crâne alors que j'avais encore rien fait. Je venais juste de me lever et déjà j'avais mal à la tête. Et me lever et tout, ça faisait qu'empirer la chose. Donc c'est pourquoi je préférais rester qu'allongée. Et ensuite, un autre symptôme, j'avais une sensation de fourmillement dans absolument tout le corps. Tout le corps, c'est une sensation comme si le sang circulait mal. C'est une sensation vraiment de fourmillement. Vous voyez, quand vous êtes engourdi, j'étais engourdie dans tout le corps. Et donc ensuite, bien sûr, j'étais extrêmement fatiguée. Je n'avais même plus la force de parler. C'était impossible de sortir des mots de ma bouche sans que ce soit un effort inimaginable. Du genre, je parlais comme ça. Bonjour. Voilà, comme ça, exactement, j'étais essoufflée pour un mot. Pour vous le dire clairement, je pensais vraiment que j'allais y passer. C'est des symptômes, des sensations, t'as vraiment l'impression que tu vas mourir. Mon cœur qui s'emballe, des fois j'ai l'impression qu'il battait même pas assez fort, je sais pas comment expliquer ça, mais c'était un état où même, par exemple, pendant la nuit, ma soeur, elle venait me voir pour voir si j'étais en vie, elle me disait « mais qu'est-ce qui se passe, tu vas mourir ?» Enfin, c'est un état, je sais même pas comment expliquer cet état-là. Et en plus de ça, à ce moment-là, il y avait des très fortes chaleurs, donc comment dire que vomir sans cesse c'est être déshydraté. Et dans ces conditions, c'était encore pire. Et du coup, par rapport à la chaleur, je voulais revenir par rapport à une de mes précédentes vidéos. Je vous avais dit que j'étais en insuffisance de vitamine D. Et donc, par rapport à ça, voilà ce qu'on m'a prescrit. Donc, des ampoules à boire. Heureusement, une ampoule, c'est l'équivalent de 1 cuillère à soupe. Donc, moi, je les prenais à jeun et tout pour éviter de vomir. Bon, là, j'ai déjà pris celle-là. Mais en gros, voilà, c'est ça, il y a un liquide dedans. Donc, on m'a donné... Ça, c'est des ampoules que je dois prendre pendant 1 an, mais pas systématiquement. Par exemple, là, j'avais du 200 comme ça. Que je devais prendre. Et ensuite, au bout de 15 jours, reprendre une 200. Et ensuite, au bout de 3 mois, diminuer sur des ampoules de 100. Et ensuite, je devrais passer à ça, des ampoules de 50 000. Donc vous voyez, au fur et à mesure, on baisse. Normalement, avec ça, ma vitamine D devrait être normale. Hop, voilà, donc c'est des ampoules comme ça. Vous voyez, c'est vraiment rien du tout ce qu'il y a à boire, heureusement. On dirait c'est comme de l'huile, c'est un goût vraiment particulier. C'est pas la première fois que j'en prends, quand j'étais petite aussi, j'en avais. Voilà. Je veux aussi revenir, le jour où j'avais fait la prise de sang pour les vitamines D, j'avais fait aussi la prise de sang pour une autre bactérie qui n'avait pas été analysée, donc c'était la Babesia. Par rapport à la Babesia, je ne l'ai pas, heureusement, sinon ça aurait été encore une bactérie de co-infection en plus et tout, bon voilà. Du coup, le fait que j'étais dans un état catastrophique, eh bien mes prestataires étaient ultra inquiets, ce qui fait que depuis le moment où j'ai retiré la sonde nasogastrique, eh bien il y a un infirmier qui est venu absolument tous les jours à la maison, pour contrôler mon état en gros. Donc il prenait mes constantes et tout, et il me disait juste qu'il était halluciné de voir que l'hôpital me laisse dans cet état, car c'était juste pas possible de laisser un patient comme ça. Il voyait tous les jours, j'étais dans un état où je pouvais même plus me doucher, j'ai oublié de préciser, mais
Je suis restée au moins 3 semaines sans faire de douche, 3 semaines sans me doucher, je vous jure, j'étais dans un état mais je puais, j'arrivais même plus à me changer. Juste pour vous dire que comme je suis de nouveau en forme et tout, je vous expliquerai pourquoi après, je suis allée chez le coiffeur aujourd'hui, donc je reviens de chez le coiffeur. Et franchement, le coiffeur, il est resté très longtemps à démêler mes cheveux. Ils étaient comme ça, tout emmêlés. Des cheveux qu'on ne brosse pas pendant 3 semaines. Je vous laisse imaginer l'état, c'est emmêlé, c'est en pétard, c'était atroce. Je vous jure que j'avais pas la même tête que maintenant. Et là, ça fait vraiment du bien un peu de prendre soin de soi, d'avoir la force de faire des choses un peu, on va dire, qui sont censées être normales, basiques. Je suis revenue à me faire de la peine à moi-même. Et du côté de la diététicienne, ils ont continué à solliciter l'hôpital en disant qu'il fallait faire quelque chose de toute urgence. Et mes prestataires ont voulu me mettre sous perfusion à domicile. Donc ils voulaient me mettre juste une perf en sous-cutané pour pouvoir m'hydrater, donc mettre des poches d'hydratation. Eux ils se sont dit bon on va m'hydrater en perfusion en attendant d'avoir mon rendez-vous avec le gastro-entérologue pour éviter bien sûr qu'entre temps mon état se dégrade encore plus. Et ça c'était clairement la logique à faire. Et bien vous savez quoi? Donc les infirmiers ils ont fait la demande à mon hôpital parce qu'ils sont pas docteurs, il faut forcément l'autorisation. Et l'hôpital leur a dit non en rajoutant que je n'avais qu'à boire par la bouche. Et là, je vous dis pas, l'infirmier m'a téléphoné, il m'a dit mais c'est pas normal ce qu'ils font. Ils osent vous dire de boire par la bouche alors que vous vomissez sans cesse. Et ils comprenaient pas juste pourquoi l'hôpital ne voulait pas me mettre une perfusion d'hydratation. Ce qui se passe, c'est que je rappelle l'hôpital, j'insiste une fois de plus. Et donc là, ils ont décidé d'avancer mon rendez-vous. Donc finalement, j'ai pu avoir une consultation le 22 juin avec le professeur en gastro-entérologie. Alors la consultation, elle s'est bien et pas bien passée. Ce qui s'est pas bien passé, je vais le garder pour la prochaine vidéo. Je sais pas quand est-ce que je la ferai. Bon, je pense que je vais résumer en détail cette consultation dans une prochaine vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Pas que par rapport à une injustice et d'autres choses encore qui concernent mon état et les soins et tout. Mais donc là, je vais résumer brièvement ce qui s'est passé. Donc il comprend que mon état est catastrophique. Alors il décide directement de me mettre la sonde nasogéginale. J'ai même pas eu le temps de lui demander quoi. Il a dit hop oui moi j'accepte de mettre une sonde nasogéginale, il n'y a pas de problème. Il a me programmé un bloc et ensuite il m'a dit qu'ils allaient me rappeler pour pouvoir me mettre la sonde sous anesthésie générale. Donc ce qui se passe ensuite c'est que j'attends 2-3 jours qu'ils me rappellent et ils m'ont pas rappelé. Alors je décide de les appeler moi-même et là donc au téléphone elle m'annonce que ils n'ont pas de place au bloc avant fin juillet. Déjà, elle m'avait donné une date pour voir un anesthésiste le 5 juillet, et puis ensuite elle m'a dit, le bloc c'est le 21. Donc vous vous rendez compte, ils voulaient que j'attende jusqu'au 21 juillet pour me remettre la sonde, et entre-temps rester à manger, vomir sans cesse. Et encore de base, ça allait être plus tard que le 21 juillet, car ils m'ont dit qu'il fallait me garder 2-3 jours pour voir si tout se passait bien. Puis moi, je leur ai dit, il n'y a pas de raison et tout. Donc le 21 juillet, ça aurait été que si je suis hospitalisée une journée. Donc c'est-à-dire on me la met dans la journée, puis le soir je rentre chez moi et avec une surveillance à la maison. Ils me disent qu'ils sont vraiment très limités au niveau des lits d'hospitalisation et des blocs et tout, que c'est pas facile. De base ils me disaient qu'ils étaient pleins comme ça par rapport au Covid, au pic des... parce qu'ils étaient en pic de contamination et tout ça, mais normalement là ça doit être passé, donc bon visiblement ils sont toujours aussi surchargés, ce qui fait qu'elle me dit ils n'ont pas d'autres dates. Alors je recontacte mes prestataires et je leur annonce que voilà j'ai une date pour le 21 juillet et là ils étaient non, c'est juste pas possible, tu peux pas attendre au 21 juillet comme ça, impossible, faut avant. Ou alors les prestataires avaient une autre idée, c'est de me mettre un PICC line à domicile et me faire passer de la nutrition parentérale en attendant d'avoir la sonde. Donc le PICC line c'est comme le midline que j'avais ici, sauf que le midline ça va dans une veine qui est profonde et le PICC line ça va dans une veine du cœur il me semble. Et le PICC line, ça se garde plus longtemps du coup. Donc ils ont voulu me mettre ça, et donc encore une fois, ils font la demande à l'hôpital, et en plus ils ont carrément... Ils ont limite harcelé l'hôpital, mes prestataires, parce qu'ils étaient tous les jours en train de les contacter, mes infirmiers, la diététicienne, et ils ont sollicité leur chef donc de la société, là, leur chef arrêtait pas d'insister auprès de l'hôpital, il disait mais il faut vite, on veut votre autorisation pour vite mettre un PICC line, quelque chose, mais pas la laisser comme ça jusqu'au 21 juillet. Et l'hôpital, soit ils répondaient pas, soit ils étaient lents, ou bref, ils n'étaient pas d'accord en tout cas pour mettre... une perfusion à domicile. Donc ce qui se passe c'est que j'ai dû prendre des choses en main, ma soeur n'a fait que les appeler, je peux comprendre qu'ils soient surchargés et tout, et qu'ils aient pas de place pour moi avant le 21 juillet, c'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on me place la sonde sans anesthésie générale, juste comme ça, comme elle va après l'estomac, c'est pas évident à faire passer, alors il faut forcément qu'on voit où passe la sonde, c'est-à-dire faire avec fibroscopie, car en principe moi on me la mettait de cette façon, mais il n'y a qu'une seule fois où on m'a mis la sonde comme ça, et après on a fait un contrôle radio, et ils avaient réussi à me la mettre après l'estomac.
Donc là, j'avais demandé si c'était pas possible de refaire pareil, d'essayer comme ça sans m'endormir, et puis après faire un contrôle radio, et on peut tenter, hein. Je leur ai demandé si c'était pas possible de tenter. Ça peut être que avantageux pour eux. C'est beaucoup moins long, ça monopolise pas une place au bloc, ni d'hospitalisation et tout. La secrétaire, donc c'est pas la secrétaire du professeur, c'est la secrétaire qui s'occupe du côté endoscopique qu'on appelait tous les jours. Elle nous dit qu'il faut qu'elle ait l'accord du professeur. Et donc on rappelle tous les jours en demandant à chaque fois, alors est-ce qu'il a dit oui? Elle nous dit non, non, je l'ai pas vu. Il faut que si je le vois dans sa pause déjeuner, un truc comme ça, je vous le dirai. Vous vous rendez compte quand même qu'on est au 21e siècle, il suffirait juste qu'elle l'appelle, qu'elle lui laisse un mot, mais non, elle attend de voir à sa pause déjeuner, comme si elle allait lui demander « Oui, est-ce que tu es disponible pour une soirée ?» Un truc comme ça. C'est quand même un truc important, professionnel, tu demandes ça à ses horaires de travail. Mais là, elle attendait de le capter vite fait comme ça. Ce qui fait que j'ai attendu une semaine juste pour avoir l'accord du professeur. Et en fait, j'allais continuer à traîner comme ça tout le mois si je m'étais pas rendue à l'hôpital avec ma soeur. On appelait matin et soir. Des fois, carrément, elle nous répondait même plus par téléphone. Et à la fin, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Elle a complètement arrêté de répondre par téléphone dès qu'elle voyait le numéro. Alors, on s'est rendu sur place. Et là, bizarrement, tout de suite, elle a passé un coup de fil au professeur. Elle lui a dit « Oui, j'ai mademoiselle Saini Amina. Est-ce que tu es d'accord pour mettre la sonde sans anesthésie générale et essayer ?» Il a dit « Oui. » Tac, ça a pris 10 secondes. J'étais à côté quand elle a passé l'appel. 10 secondes pour lui demander si il pouvait placer la sonde sans anesthésie générale. 10 secondes et on m'a fait patienter une semaine de plus où j'étais dans un état, encore une fois, on m'a fait patienter dans la souffrance, dans l'agonie pendant une semaine pour 10 secondes à demander si oui ou non. Ça, elle aurait pu le faire parce qu'en plus, il était là toute la semaine à l'hôpital. Et le moment où on était y allé, ça changeait absolument rien des jours précédents. Mais là, c'est juste parce qu'elle nous a vu qu'on était sur place et qu'elle pouvait pas nous dire oui, oui, appelez plus tard et nous raccrocher dessus, qu'on était confrontés à la réalité, qu'elle n'avait pas le choix. Elle pouvait pas nous dire oui, oui, repassez plus tard. Non, on n'allait pas la lâcher. C'est juste inadmissible qu'on me laisse souffrir, agoniser, alors que des choses peuvent être mises en place. Ça, c'est ce qu'on m'a fait toute ma vie. Et encore avant, c'était pire. On me laissait sans rien. On me disait oui, oui, bah attends le prochain rendez-vous, on mettait beaucoup d'espoir. Attends ta prochaine hospitalisation, attends ça, attends ça. Et moi, en attendant, bah, mon état il se dégradait. Au final, je finissais aux urgences, en réanimation, alors que ça pouvait largement être évité. Et en fait, je vais vous donner un exemple de ce que j'ai l'impression qu'on me fait. Vous voyez, c'est comme si, par exemple, vous avez un couteau planté dans le bras. Si vous avez un couteau planté dans le bras, forcément ça fait mal, dedans ça peut s'infecter, il faut que vous alliez à l'hôpital, qu'on vous le retire, qu'on vous soigne, qu'on vous recoue et tout ça. Et ben c'est comme si vous aviez ça et que vous allez à l'hôpital et qu'on vous disait « Ah bah non, c'est pas si grave que ça, repasse quand ce sera beaucoup plus grave. » Et que t'attends une semaine, 2 semaines comme ça, mais en attendant, bah forcément tu vas choper une septicémie, donc une infection généralisée et tout ça. Et c'est qu'à ce moment-là où tu seras au stade de l'infection généralisée à 2 doigts de la mort qu'on te prend en charge. Alors qu'ils auraient très bien pu, depuis le début, retirer le couteau, te soigner avant que tu en arrives au stade où bah, tu es en danger de mort. Eh bien, cette image que je viens de vous donner, c'est exactement ce qu'on fait avec moi. On me laisse, jusqu'à que ce soit horrible. Elle nous avait donné une date le après-demain d'être passée la voir. Donc dans 2 jours, quoi. Et c'était hyper rapide. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle me donne une autorisation et des papiers pour expliquer l'examen d'endoscopie digestive. Donc la fibroscopie, et là, je me suis dit, oulalalala. On va me refaire ça sans anesthésie générale, comme ça. Je lui dis, mais non, moi je préfère le faire à l'aveuglette. Genre, on me l'enfonce, on essaie de la faire passer après l'estomac, on fait un contrôle radio, ça a déjà été réussi. Pourquoi pas réessayer? Ça a été réussi qu'une fois, c'est vraiment un coup de chance, mais bon. Donc elle me dit, oui, bon, on verra comment ça se passe. De toute façon, elle m'a dit, cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, car elle m'a mis avec le professeur en gastroentérologie. Alors là, ensuite, on arrive au jour J. On me place dans la salle d'endoscopique. C'est la même salle que la dernière fois où j'ai agonisé, quoi, où je vous avais montré la vidéo. Je vous raconte pas que j'étais un peu tétanisée, j'étais sur le brancard comme ça, je me disais, attends, je vais revivre la même chose que la dernière fois. Oh punaise, j'étais pas prête, ça me faisait peur, mais bon, je me suis dit, ce sera juste une épreuve, encore une fois de plus, à affronter, et puis ça passera, et puis bon, voilà, c'est ça, ou attendre, ou peut-être finir par mourir, quoi. Cette fois, le professeur en gastroentérologie, c'est lui qui est venu. Lui, franchement, on voit bien qu'il est compétent, que ça n'a rien à voir avec les autres soignants, parce que la dernière fois, c'était plutôt des jeunes, des internes, bref, des gens qui n'étaient pas vraiment habitués à faire ce geste-là, alors que lui, il est totalement habitué. Alors, ce qui s'est passé, déjà, je demande à ce qu'on m'anesthésie la gorge, donc on m'a juste mis un pchit au fond de la gorge. Bon, ça anesthésie pas vraiment, c'est juste que, bon, on sent tout, hein, mais c'est censé faire moins mal. Donc là, ce qui se passe, d'abord, le professeur, il a mis la sonde, donc c'est celle-ci, ce que vous pouvez voir là. Il a essayé de l'enfoncer là, il n'a pas réussi. Ensuite, il l'a enfoncé là, et il a très bien réussi à la mettre, donc il a bien mis du lubrifiant et tout, il l'a enfoncé, alors que
Les autres soignantes, ils avaient galéré à me la mettre. Si vous vous souvenez, ils m'avaient fait saigner du nez, ils me faisaient ultra mal jusqu'à ce que c'était moi à un moment qui devait essayer de la mettre. Bref, lui, il a réussi. On voit bien que c'est pas le même geste entre quelqu'un habitué et quelqu'un qui ne l'est pas. Une fois qu'il a bien enfoncé la sonde, il m'allonge sur donc le brancard, je me mets sur le côté, on me met le cale-dent. Et là, vous voyez, c'est pas comme la dernière fois. La dernière fois, on m'avait mis le fibroscope et après, il m'avait mis la sonde au moment où j'étais allongée. Bon, alors que ça devait pas trop se faire comme ça, vu que... Après, du coup, ça gêne avec le fil. Du coup, ça passe pas vraiment, ça bloque et tout. Il enfonce l'endoscope. Et en fait, je voyais tout ce qui se passait parce qu'ils ont bien mis la télé en face là de moi. Et du coup, il enfonçait l'endoscope. En même temps, il enfonçait la sonde. Mais j'ai pas du tout souffert comme la dernière fois. Alors certes, c'était très désagréable. J'avais encore des bruits, je faisais comme ça, vous voyez, comme je vous avais montré dans la vidéo. Bon, pas autant de fois que la dernière fois. Et du coup, il m'a pas fait souffrir, il est pas resté longtemps et ça s'est fait genre en même pas 10 minutes. Vraiment, même pas. Il a enfoncé dès qu'il a fait passer l'endoscope dans la partie après l'estomac, donc c'est-à-dire le duodénum. Il a directement fixé la sonde à cet endroit-là. Donc j'ai vu sur l'écran, c'est encore une fois comme la dernière fois, les ficelles et tout, ils raccrochent, ils ont un bout dans l'endoscope qu'ils enfoncent et qu'ils raccrochent en même temps. Et une fois qu'il a fixé la sonde dans le duodénum, il a retiré l'endoscope et franchement, ça a été fait très rapidement. J'étais hallucinée de voir, tac, tac, il est venu, hop, 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 il a enfoncé, boum. C'est pas comme la dernière fois, vous vous souvenez comment on m'avait fait agoniser? Et pour rien en plus, là, j'ai pas souffert, on me l'a mise au bon endroit. Et en plus de ça, là, l'endoscope, il a juste mis au duodénum. Alors que les autres, ils ont essayé de me l'enfoncer jusqu'au jéjunum. C'est loin le jéjunum et ça faisait mal, je sentais comme un couteau quand il le faisait la dernière fois. Il forçait, c'était horrible. Lui, il n'a pas forcé, il n'est pas allé loin. Il m'a dit que lorsqu'il l'a fixée dans le duodénum, en fait, elle va continuer toute seule à aller vers le jéjunum. En gros, là, j'ai une sonde naso-duodénale. Et avec le temps, ça va devenir une sonde naso-jéjunale. Donc là, quand il a fixé au duodénum, en fait, ça part. Les ficelles, les agrafes, c'est pas comme s'il m'avait recousu et tout. Il a juste fixé vaguement. Et en fait, par exemple, lorsque la nutrition passe et tout, forcément, ça va se détacher naturellement tout seul. Même avec la muqueuse et tout, ça se détache, ça tient pas. Et du coup, après, avec le temps, forcément, la sonde, elle va continuer à descendre. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'elle va continuer à aller plus loin. En tout cas, l'essentiel, c'est que la sonde ne soit pas dans l'estomac. Tant qu'on court-circuite l'estomac et qu'on fait passer après, c'est nickel. Voilà, donc au final, ça s'est fait en même pas 10 minutes. Le professeur, il est venu, tac, 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 ça lui a pas fait perdre beaucoup de temps. Et ça, donc vous voyez, ce truc, ça aurait pu être fait même dès le début. Vous voyez, au début, lorsqu'on m'avait fait avec les autres personnes et qui m'ont fait souffrir, là aussi, ils auraient pu juste ramener le professeur, qui me le fasse, j'aurais pas souffert, j'aurais eu la bonne sonde depuis le début. Mais bon, là, ça a été vraiment n'importe quoi et ça aurait pu être évité, encore une fois. Mais au moins, ils ont compris que cette fois, il fallait me mettre quelqu'un de compétent, qui sait bien faire les choses. Ils l'ont dit eux-mêmes, hein, lorsqu'ils m'ont placé le rendez-vous, ils m'ont dit que là, ce sera avec le professeur, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et en effet, ça s'est très bien passé. Donc voilà, depuis la semaine dernière, je suis enfin de nouveau alimentée, outre que par l'estomac. Du coup, enfin, je reprends des forces, enfin, je reprends... je revis, c'est tout. Parce que là, le fait que il n'y a plus rien qui passe par mon estomac, ça change ma vie clairement. Je n'ai plus du tout mal au ventre, j'ai plus de nausées, j'ai plus de vomissements. Et en plus, là aussi, quand je fais passer de l'eau et tout, je sens bien que c'est pas dans mon estomac, ça me ballonne pas. C'est juste parfait, comment ça change la vie, je suis même plus fatiguée. Bon, un peu quand je sors et tout. L'essentiel, c'est que je n'ai plus de symptômes digestifs. Car pour moi, le plus handicapant, c'est de vomir, d'avoir des nausées, des douleurs au ventre, être ballonné et tout. Après, tout le reste, tout ce qui est acouphènes, fatigue chronique, bon, fatigué, tout ça, fourmillement un peu dans tout le corps... Et tout ça, c'est largement supportable. Là, je peux de nouveau sortir, prévoir de faire des choses. Voilà, donc là, je peux vivre normalement tant que je suis alimentée via cette sonde. Au moins, là, j'ai une solution pour me faire patienter, pour qu'au moins je puisse reprendre des forces, du poids et que j'aille mieux. En attendant d'avoir quelque chose qui permette d'éradiquer mes infections et de faire en sorte que je souffre plus de cette gastroparésie qui soit aussi sévère. Ça, ce sera définitivement pas en France que ça se fera et je vous expliquerai tout ça dans la future vidéo. Juste en étant alimentée comme ça, c'est largement supportable, je suis plus dans l'urgence absolue. Alors du coup, je voulais revenir par rapport à la nutrition. Les premiers jours où on m'a remis la sonde, j'avais que des poches comme ça.
Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose de très important. C'est que la diététicienne, elle est revenue à la maison, elle a refait le point avec moi, elle m'a pesé, elle m'a dit, mais je vous jure, elle était hyper choquée, elle était inquiète, elle me disait, mais tu es en dénutrition, tu... Et après, elle m'a encore fait le test, vous voyez, lorsque je dois serrer une mallette, elle m'a fait, oh non, t'as perdu de la masse musculaire, tu es dénutrie. Et elle m'a pesé, j'avais encore perdu beaucoup de poids. Et donc elle me disait, mais j'étais trop inquiète, comment ça... c'est... Elle était hallucinée qu'on m'ait laissé dans cet état. Elle m'a dit que c'était hyper grave ce qu'avait fait l'hôpital et que c'était une mise en danger. Parce qu'ils n'étaient pas du tout réactifs à leurs appels. Elle a dit qu'ils avaient insisté pour qu'on me mette une nutrition parentérale, par perfusion, et qu'elle était choquée qu'il n'ait pas voulu. Elle était choquée qu'on me laisse à patienter dans cet état. Et bon, elle m'a dit que peut-être que eux, ils ne considéraient pas ça comme une urgence, mais pour elle, clairement, c'était une urgence. Il fallait faire quelque chose rapidement. La diététicienne, elle m'a fait un speech très long pour me dire que c'était hyper grave ce qu'ils avaient fait et qu'elle comprenait pas leur geste, que c'était juste pas normal. Bon, ensuite par rapport à la nutrition, je lui avais dit à la diététicienne que les poches hypercaloriques, je voulais pas de ça parce que c'était atroce, ça m'avait fait souffrir. Et en fait, elle m'a dit que le fait que ça allait dans mon estomac et que c'était beaucoup trop long à digérer et que donc il y a des fibres en gomme gruyère ou je sais pas quoi, même avant les fibres en gomme gruyère, les fibres normales, ça c'est le temps d'absorber et tout, bah en fait, je sais pas ce qu'elle m'avait dit, mais c'est ça qui expliquerait d'avoir mal au ventre et qu'en fait, elle aurait jamais dû me mettre des poches hypercaloriques dès qu'elle a vu que la sonde n'était pas adaptée à ma pathologie. Pour elle, c'était une erreur qu'elle ait fait ça et qu'elle aurait dû juste me laisser sous des poches standards et mettre à haute dose, au moins ça aurait été mieux que de me faire agoniser avec les poches, ça elle l'a compris et... Bon voilà, ensuite je vous disais que dans un premier temps j'avais des poches comme ça. D'abord j'ai commencé avec 250 ml. Alors là, quand j'ai branché les 250 ml, c'était nickel. Je sentais rien, ça m'a pas fait souffrir. Du coup, ce qui fait que maintenant, eh bien, je suis de nouveau sous ces poches. Et normalement, vu que ça va après l'estomac, je devrais rencontrer aucun problème. Donc là, voilà. Hop. Et du coup, bien sûr, maintenant, je peux enfin augmenter le débit. Donc ce qui fait que là, comme vous pouvez le voir, je suis à 60 ml par heure. Et je peux même augmenter au-delà. Je peux même mettre à 80, à 100, il n'y a pas de problème. Je vais rien sentir, ça va pas me faire souffrir. Bon, pour l'instant, là, je suis à 500. Après, je vais augmenter à 750. Il faut y aller petit à petit pour mes intestins. Et ensuite, je vais repasser à la poche. Et normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. Donc au final, c'est vraiment une question de sonde dans l'estomac. Ah oui, je voulais juste vous montrer aussi que j'ai changé un peu le décor de ma chambre. Donc mon lit n'est plus là, mais il est là, comme vous pouvez le voir. L'armoire maintenant elle est là-bas et du coup voilà mon lit, du coup c'est beaucoup mieux comme ça car en fait maintenant je peux être en face de la télévision. Autre chose ensuite, du coup la diététicienne elle m'a ramené des poches et des tubulures pour l'eau pour que je puisse m'hydrater. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est les mêmes poches que la dernière fois, donc bon, l'année passée plutôt, non l'autre année passée, mais du coup les tubulures elles ont un peu changé. Bon, c'est la même chose hein. Mais du coup voilà, j'ai des poches pour pouvoir m'hydrater. Voilà. Depuis qu'on m'a remise la sonde, je suis pas tout de suite venue vous dire sur les réseaux sociaux, là on m'a remise la sonde, ça va mieux et tout. J'ai préféré encore prendre le temps de me reposer. Du coup, je suis vraiment désolée pour les personnes que j'ai inquiétées. J'ai fait une story Instagram pour prévenir que j'allais être inactive par rapport à mon état de santé et quelque chose dont j'allais revenir plus tard et que, bon, voilà. Si, entre-temps, il y a eu le décès de mon grand-père, donc c'était pas vraiment l'ambiance de faire des vidéos et tout. En tout cas, merci à ceux qui voulaient prendre de mes nouvelles, qui s'inquiétaient. Du coup, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres nouvelles.